Bonjour Daouda. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour l'entretien que nous allons avoir ce midi. Et j'aimerais bien que tu commences par une présentation, c'est-à-dire que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis un peu ton cursus jusqu'à l'arrivée à la position que tu occupes aujourd'hui. Ah, d'accord. Merci, les gars. Bon, c'est jamais simple de parler de soi, hein. Je me dis pour me présenter donc rapidement, hein, donc en quelques lignes. Après, donc derrière, s'il y a des précisions que tu souhaites donc avoir, je serai donc très heureux de les apporter. Donc, je suis Daouda Coulibaly. Donc, je suis né en 1971, donc dans une bourgade qui s'appelle Loka, dans la sous-préfecture de Saint-Métier. Donc à l'époque, il n'y avait bien sûr pas d'électricité, ni d'eau courante, ni de maternité. Donc bon, c'est donc tout. Et je suis rentré donc à l'école primaire donc à Tengrela, dans l'extrême nord donc de la Côte d'Ivoire, à 7 km de la frontière du Mali. Puis bon, donc j'ai eu la chance donc de revenir sur Korogo. Je vais passer mon bac après donc fac de sciences éco. Parce qu'à l'époque, l'État orienté, hein, c'était vous faites votre choix et puis l'État décide donc que lui t'oriente où il veut. Donc, fac de sciences éco. Et puis, donc, j'ai passé donc, le concours des grandes écoles de commerce françaises, donc HEC, Paris, où je finis en 96. Je travaillais pour un cabinet d'audit international, donc Pricewaterhouse, ensuite Kelvin PricewaterhouseCoopers avec la fusion pendant 5 années. Donc à Paris et à Abidjan. Et puis, j'ai décidé de sauter le pas d'aller en entreprise. Donc, je suis rentré à la CIB en 2001 comme contrôleur de gestion. Et puis, bon, donc j'ai gravi les échelons. Ensuite, donc 2002, DAF adjoint. Je suis parti en expatriation à Calion, qui est aujourd'hui Cassier Crédit Agricole Corporate Investment Banking, qui était donc la fusion de Crédit Agricole Indosuez et la BFI du Crédit Lyonnais, donc, où j'ai contribué, puisque j'étais le contrôleur financier donc, de la direction des ressources humaines, où j'ai contribué au plan de fusion donc, entre les deux. Donc, je suis resté là-bas pendant 4 ans, donc responsable du contrôle financier donc, de la DRH du groupe. Et puis, je suis revenu à la CIB comme directeur central en 2008. Août 2008, janvier 2009, je suis passé de GA sur Crédit Agricole. Donc, Katijari a racheté en fait en décembre, par la suite, décembre 2009. Donc, je suis retrouvé dans les jurons donc Katijari. Et puis, en 2012, donc DG, donc de la CIB, que j'ai dirigé pendant presque 10 ans, puisqu'en fait, je suis resté DG jusqu'à mai 2021, où j'ai pris la tête donc, de la holding régionale, donc Katijari West Africa, qui couvre les pays donc, de l'UEMOA. Nous sommes présents dans 7 pays sur 8 donc, de l'UEMOA. En fait, c'est plus facile de citer là où on n'est pas, donc c'est la Guinée-Bissau. Peut-être qu'on ira un jour, mais pour le moment, on n'y est pas en tout cas. Donc voilà, et à côté, donc, plusieurs activités parallèles, hein, donc président donc, du chapter HEC depuis 2010, membre de plusieurs clubs, voilà, donc j'essaie donc de faire un peu de social donc, à côté chaque fois que je peux. Ouais, voilà. Donc voici donc brièvement, hein, pour ne pas faire une histoire courte. Ouais, bah, une histoire courte chargée de belles choses et un beau modèle pour beaucoup d'entre nous. Mais ça m'amène à te poser la question. Donc, quand tu regardes un peu dans le passé, est-ce que quelque chose te destinait à ta naissance et que tu regardes ton cadre, est-ce que quelque chose te destinait à ce genre de carrière? Est-ce que tu es né un tout petit peu donc avec un contexte social qui te prédestinait à avoir cette carrière-là? Alors, ta question me fait penser donc, à un entretien que j'ai eu quand j'étais encore étudiant à HEC pour le stage donc, de 3e année avec un associé de Ernst qui me disait mais est-ce que vous vous rendez compte d'où vous venez? Vous êtes né à Loka et vous êtes aujourd'hui à HEC Paris, est-ce que vous vous rendez compte? Je lui dis oui, bon, si je me rends compte, donnez-moi mon stage, c'est ce dont j'ai besoin.
Non, non, oui, rien ne me prédestinait. Quand je regarde dans le rétroviseur, mon père, c'est vrai que c'était un chef, mais c'était donc un chef local, cultivateur, qui est d'ailleurs décédé en 1976 pendant que j'avais 5 ans. Donc, qui n'est pas allé à l'école, qui est tous, et ma mère ménagère, qui aussi n'est pas allée à l'école. Et donc, oui, donc voilà, comme je dis, hein, donc Lucas, c'est une bourgade sans quand je naissais, sans eau, sans électricité, sans maternité, sans école, sans hôpital, voilà. Donc, partir de là, et puis bon, être où on suit, on peut que mesurer en fait donc la chance qu'on a eue, hein, donc de sortir de là et puis de pouvoir être dans les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui. Je dis quand je perds mon père, donc je suis récupéré par un cousin. Tout ça, c'est par pure grâce qui me met à l'école. Et puis, bon, quand je suis au lycée, je marche 5 km pour aller à l'école, pour aller au lycée, au collège, avec les cours qui commencent à 7h30. Donc, du coup, comme je n'étais pas à l'internat, je venais manger les restes de ceux qui étaient à l'internat pour pouvoir avoir un petit déjeuner ou en milieu d'eux. Voilà, donc rester là. Donc, quand on regarde tout ça, on peut se dire que la vie est formidable. Donc, il y a des chemins parcourus, mais bon, encore une fois, c'est pas plus grâce. Voilà. C'est très, très, très Et inspirant. ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez impliqué dans tout ce qui est en fait un peu social parce que je me remets en fait donc dans la position en me disant si je n'avais pas eu cette chance, si je n'avais pas eu à un moment donné des gens qui m'ont tendu la main, je ne serais pas dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc c'est une manière aussi de redonner ce que j'ai reçu avec tout l'engagement que j'ai autour de jeunes HEC que non seulement que j'encadre, que parfois en fait j'aide à trouver des bourses, trouver des financements, parce que les gens qui sont comme moi, qui sont admis, moi j'ai eu la chance quand je suis passé le concours, que j'ai été admis, j'avais une bourse de l'État de Côte d'Ivoire, même si la bourse à l'époque était de 2100 francs français et la chambre coûtait 2050 francs. Mais bon, après derrière, j'avais quand même une bourse qui me permettait de payer la chambre et à côté, il fallait faire des petits travaux, travailler au BDE pour faire des jobs par-ci, par-là, et pour avoir donc un peu d'argent, donc des frais de vie, se nourrir, payer donc quelques loisirs et tout ça. Mais aujourd'hui, donc les jeunes n'ont pas tous, malheureusement, pas tous la bourse. Et donc, il faut les aider, il faut en fait donc, des gens aussi qui, comme moi à mon époque, donc leur tendent la main. C'est aussi. Et moi, je Ça crois. m'amène à la question, justement, en parlant de HEC. Quel est ton meilleur souvenir, si tu devais en avoir qu'un, quel est ton meilleur souvenir de l'époque où tu étais encore étudiant à HEC Paris? Qu'est-ce qui t'a le plus impacté et qui, de temps en temps, t'amène à te remettre dans ces mêmes conditions-là? Ah non, c'est un des meilleurs souvenirs. Une fois, en fait, donc, on a fait une soirée donc, avec mon coloc. Donc, on a décidé de faire une soirée, comme on en fait en fait sur le campus. Et on s'est retrouvés, on s'est amusé à compter les nationalités. On avait 28 nationalités dans quasiment du 20 mètres carrés, du 30 mètres carrés, quoi. Et donc là, tu dis, là, c'est vraiment, le monde est globalisé et on est vraiment au rendez-vous du donner et du recevoir. Ce mélange de culture, ce brassage culturel, d'échanges, d'éducation, de sources, d'idées différentes. Et c'est ça, en fait, qui enrichit l'homme, quoi. Donc, être ouvert au monde, recevoir, donner, partager, recevoir. Et ça, c'était juste magnifique, quoi. Donc, des gens, 28 nationalités dans quasiment de 40 mètres carrés, quoi. Oui, donc c'est des moments inoubliables, quoi. Donc, aujourd'hui, ce qui fait que on a des amis partout, aux États-Unis, en Allemagne, en Mexique, un peu partout. Finalement, parce que ce qui est le plus important, c'est l'être humain. Hein. Donc, à la fin de la journée, c'est l'être humain et avoir en fait donc ce réseau-là, ce brassage, cet échange-là. Moi, je le trouvais magnifique. Quoi. Parce que les cours, on peut les avoir un peu partout. Hein. Donc, voilà. Mais c'est cette richesse-là qui m'a vraiment marqué. Super. Super. Et pour rebondir donc dans le cours de l'interview, quel est ton animal totem et pourquoi? Mon animal totem ou bien l'animal qui me caractérise? Qui te caractérise, c'est-à-dire Qui me caractérise, c'est le lion. C'est le lion. Et Le pourquoi? lion. Pourquoi le lion?
Alors, le lion, parce que déjà, je suis né, je suis des signes zodiaques horoscope lion, donc d'une part, et deux, en fait, donc j'aime le lion parce que c'était un animal qui est à la fois fort et doux, qui est à la fois, en fait, n'hésite pas à essayer plusieurs fois. Comme on dit, en fait, un lion, il peut, en fait, chasser plusieurs fois, il va échouer plusieurs fois, mais il reviendra toujours. On dit en fait la rumeur dit qu'il réussit une fois sur sept, et donc ça montre quand même sa persévérance, donc à chaque fois à réussir ses coups. Il n'hésite pas à s'attaquer à plus gros que lui. Donc on va donc les lions s'attaquer aux éléphants, donc autre chose, aux buffles. Bon, donc c'est quand même un animal donc très fort qui n'a pas froid aux yeux. Et en même temps, c'est un animal aussi qui est capable aussi de passer à côté d'une biche ou d'une chose, tant qu'il n'a pas faim, tant qu'il ne trouve pas le besoin de se nourrir, il ne tue pas comme ça. Donc ça aussi, c'est ça que j'aime dans ce côté-là, quoi. Donc le lion qui ne tue lorsque vraiment il a faim, lorsqu'il a besoin. Soit une fois qu'il est rassasié, il se couche, il fait sa sieste, il dort, il rentre, et voilà. Et en même temps, c'est quand il doit aller chercher sa pitance, il est très persévérant. Très bien. Quelle est ta maxime préférée et pourquoi? C'est-à-dire quand tu regardes, quelle est ta maxime qui te guide en règle générale? Alors, ma maxime, qui me guide en règle générale, c'est de dire en fait, quand on donne, on reçoit. Hmm. Quand on donne, on reçoit. Et là, je pense, si donner sans compter, puis vous recevez à un moment inattendu, à un moment où vous n'y pensez même pas, le petit merci ou le petit dire ah monsieur, cher René, vous vous souvenez pas de moi, j'avais tel problème, vous m'avez tendu la main, j'avais chose. Ces moments de gratitude, de reconnaissance, juste des merci, et ça monte, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Donc, plus vous le donnez, plus vous recevez. D'accord. Maintenant, dernière question sur le plan personnel et après on va passer sur les choses du business en règle générale. C'est quoi le livre que tu aimes ou que tu aimerais offrir et pourquoi? Quel est le livre pour toi qui est intéressant à transmettre? Alors, le livre que j'ai. Bon, il y a un livre, après, ça dépend. Si c'est sur si c'est sur le business, sur la conduite, sur la conduite donc, des affaires, comment se comporter bon, dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un livre, donc Père riche, Père pauvre, bon, qui est très connu. Hein, donc, voilà. Que je partage quand je peux. Après, derrière, sinon, sur le livre en fait, personnel de valeurs, la culture, j'aime bien le livre d'Amadou Kourouma qui dit quand on refuse, quand on dit non. Voilà, quand on ne veut pas, on dit non. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi donc, de très important. Donc pouvoir dire non quand on va dire non sans forcément chercher des compromissions, des contorsions pour dire en fait donc, un homme, ça doit avoir donc, des valeurs et ça doit pouvoir dire non, ça doit pouvoir dire oui. Après, en derrière, il y a la manière de le dire. Donc, ça, voilà, donc ça c'est ce qui est aussi très important. Voilà. Merci beaucoup, Daouda, pour ce partage qui va permettre à ceux qui vont lire et regarder cette vidéo d'un peu mieux appréhender ta personnalité. Maintenant, de tous les entrepreneurs que tu as accompagnés depuis que donc tu as démarré dans les affaires, quelles sont les qualités que tu juges indispensables pour réussir spécifiquement en Afrique? Alors, les qualités que je trouve donc indispensables donc, pour réussir donc, en Afrique, je pense qu'il y a d'abord des questions d'honnêteté, d'abord l'intégrité, donc qui est très important, parce que bon, malheureusement donc en Afrique, on a tendance en fait dans un environnement où tout, on a tendance à proposer tout et n'importe quoi. Donc il faut savoir donc garder la tête et rester vraiment sur ses valeurs, sur ses principes. Deux, il faut en fait donc la transparence. La transparence, je le dis donc beaucoup, ce que je dis donc aux entrepreneurs, aux gens ou aux clients que je finance. Il peut arriver dans la vie, comme dans la vie de tout le monde, hein, qu'on ait des accidents, qu'on ait des difficultés, qu'on ait des problèmes.
Mais c'est d'être transparent avec votre banquier, d'être transparent avec les personnes que vous êtes, qui permet de trouver des solutions. Arrivez, vous dites oui, monsieur Koulibaly, bon, écoutez, le prêt que j'ai pris, je dois le rembourser autre chose, mais pour telle ou telle chose, est-ce que je peux, est-ce que. Ça permet donc une réflexion commune et de pouvoir trouver donc des solutions. Ce qui est parfois dommage, c'est les gens en fait donc qui cachent la réalité des choses. Et puis après, quand on le voit, en fait donc c'est grave. Et en même temps, il y a une forte déception parce que le discours qui a été tenu et puis la réalité des choses c'est totalement différent. Moi, je préfère un client qui me dit qu'il soit totalement transparent avec moi dès le début. En fait, dès qu'il a une difficulté, il me dit écoutez, ça va être compliqué. On s'assoit, on réfléchit ensemble de bonne foi, on trouve dans le sous. Parce que la difficulté, c'est normal dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde d'entreprise, que ce soit dans la vie personnelle, on est sujet à des difficultés. Maintenant, le reste, c'est la transparence donc, qui permet donc une fois en fait donc la transparence, j'aurais dit donc la capacité donc à travailler, euh, parce que en Afrique, donc puisque ta question c'était donc sur l'Afrique, on est moins dans un monde aseptisé qu'en Europe, qu'en Occident. En Occident, vous avez besoin de choses, on vous dit ça, c'est ça, vous arrivez aux choses, vous arrivez, vous faites, on vous dit oui, bon, d'ici à là-bas, c'est 30 minutes, vous arrivez à peu près dans les 30 minutes, on dit il faut payer les impôts, c'est 10 francs, vous arrivez, vous payez vos 10 francs, ces choses. Mais en Afrique, il faut avoir en fait cette capacité-là à faire plus. Parce qu'en fait, donc l'environnement fait que on est dans une chose où rien n'est vraiment. Vous pouvez avoir toute la rigueur que vous voulez, mais l'administration n'est pas en fait à une chose. C'est ça qui est la vérité. Vos collaborateurs n'ont pas la même rigueur, n'ont pas la même exigence que vous. Donc votre capacité à travailler, votre capacité à vous élever donc au-dessus de tout ça, et ça c'est quand même donc un des capitales importants si on veut donc réussir en Afrique. Et puis bon, il y a cette résilience. Avec toutes les difficultés qu'on connaît, avec toutes les pressions à la fois sociales, familiales, les choses. Donc, être résilient, donc ça aussi, donc, pour moi, donc, c'est très important. Et puis, après, donc, en cinquième position, donc, bon, ça rejoint la résilience. Hein. Il faut être persévérant. Parce que bon, on ne réussit pas au premier coup, encore moins en Afrique. Encore moins en Afrique où on a l'impression que les pesanteurs sont tellement lourdes et fortes que pour sortir de là, il faut beaucoup d'efforts. C'est dommage parce que bon, au lieu d'utiliser l'énergie à autre chose, on l'utilise donc à sortir donc, de ces pesanteurs-là. Mais c'est aussi la résilience donc, et la cohérence, la force des uns et des autres qui font que on arrive donc à sortir quand même malgré ces pesanteurs-là par rapport à d'autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Juste pour provoquer un tout petit peu sur un point, qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, en premier, tu vois, tu as cité l'intégrité comme étant quelque chose d'extrêmement important. Et donc, qu'est-ce que enfin, comment tu expliquerais justement que certaines personnes en fait considèrent que en Afrique il n'y a pas d'intégrité, que c'est un continent corrompu, et c'est ce qu'on lit dans beaucoup de rapports et de documentation, et que en Afrique en fait pour réussir justement on ne peut pas réussir en étant intègre. Comment toi tu analyserais cette façon de percevoir les choses? Alors, donc, je pense que c'est pas vrai. C'est vrai en fait que c'est la voie la plus facile. Donc, effectivement, on veut arriver, on utilise donc des raccourcis, on rentre dans les compromissions, en fait, c'est sûr, c'est là. Oui, ça existe partout. Peut-être encore plus en Afrique où les choses ne sont pas encore clairement établies, ou comme je dis, donc le milieu est moins aseptisé qu'en Occident. Mais après, derrière, on peut tout à fait réussir en gardant ses valeurs, en gardant son intégrité, en gardant en fait ses croyances. Et donc moi, je suis en fait, enfin, parce que c'est quelque chose que je cultive et c'est quelque chose, voilà. Donc je pense qu'on peut le faire et je dis pas que je suis forcément arrivé au sommet de la pyramide, mais je pense que j'ai fait le chemin. Et je pense aussi que je connais beaucoup d'opérateurs économiques qui peuvent en fait donc qui ont réussi sans forcément donc se compromettre. Donc c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Il y a, oui, une frange des gens, en fait, donc, qui utilisent ces raccourcis-là, mais il y a beaucoup de gens qui sont donc dans le droit, qui sont carrés, qui sont donc intègres et qui se battent tous les jours, qui recommencent à chaque fois, mais en fait, qui veulent garder leur valeur et pas arriver donc là où ils doivent arriver. Moi, il y a une chose, en fait, donc, qui est très importante pour moi, c'est donc mon honneur. Donc, après, derrière, tout le reste peut partir, tout le reste peut venir, tout le reste, mais si vous perdez votre honneur, vous perdez en fait vraiment votre. Et donc, je parle d'exemple que je veux donner à mes enfants, l'exemple que je veux donner en fait à mes cadets qui viennent après moi. Je leur dis, faites ci, faites ça. Et c'est pas en fait qu'ils s'entendent, ah, mais Daouda, vous savez, hein, Daouda, ah, vous savez, Daouda. Et je tiens mon nom, bon, donc tu le sais très bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'estime être vraiment un principe de base. Voilà. Et puis, on avance tout doucement, peut-être moins rapidement que ceux qui rentrent dans la compromission, mais à la fin, est-ce qu'ils sont forcément plus heureux que nous? Moi, quand je regarde, quand je suis les gens, quand je passe la tête haute, personne ne peut dire c'est ci ou c'est là. Voilà, contrairement donc à d'autres qui ont peut-être le matériel, mais qui n'ont pas forcément cette même tranquillité morale. Merci beaucoup pour cette précision très inspirante et que tu sais bien que je partage. Donc, très intéressant tout ça. Maintenant, je voudrais que tu me dises, bon là, tu es vraiment dans ton domaine d'expertise, est-ce que tu pourrais partager un peu l'état des lieux du secteur bancaire en Afrique? Parce que on sait très bien à quel point aussi les entrepreneurs rencontrent des difficultés. Bon, souvent on parle donc bon des problèmes qu'on entend le plus chez nous, c'est les problèmes de difficultés liés au financement des projets entrepreneuriaux. Mais au-delà de ça, même dans un contexte justement globalisé pour l'industrie numérique, etc. Comment tu vois un peu le benchmark du secteur bancaire en Afrique versus le secteur bancaire en Europe ou le secteur bancaire au Moyen-Orient ou encore aux États-Unis? Est-ce que tu pourrais partager avec nous un peu quelques éléments et ta propre compréhension? Alors, bon, je ne sais pas forcément donc, la picture donc, de tous ces secteurs bancaires, là, mais ce que je peux dire donc, pour l'Afrique, donc on en a un marché qui n'est pas encore totalement, qui n'est pas mature, donc il y a encore donc, des marges de progression, mais qui est aussi lié hein, donc, à l'état donc, de notre continent. Et donc, c'est-à-dire en fait donc l'éducation n'est pas en fait partout, donc les gens ne savent pas forcément, même jusqu'aujourd'hui, à quoi sert donc une banque, et quel rôle ça peut jouer. Y compris dans les milieux même où vous serez en fait surpris. Donc, on a un secteur bancaire qui n'est pas encore mature, donc il y a des marges de progression. Et après, derrière, à des vitesses différentes, en fonction des niveaux différents, en fonction donc, des pays, en fonction donc, des zones, en fonction en fait, donc, aussi donc, de la culture en fait, qu'on a, soit anglophone, qu'on soit francophone ou qu'on soit donc arabophone. Sur en fait, donc, on a des gros mastodontes qui sont en fait donc les banques sud-africaines donc qui arrivent, qui commencent à sortir, donc enfin qui sont sortis depuis un moment donné de leur zone donc sud-africaine, qui ont pris donc l'Afrique de l'Est, ensuite qui sont arrivés un peu vers l'Afrique centre, qui commencent à monter vers l'Afrique de l'Ouest, donc pour certaines donc déjà. Et puis, on a donc les banques nigérianes, donc en raison aussi de la taille de l'économie, la taille de la population, donc des banques qui sont puissantes, donc qui aussi, à un moment donné, sont dit, bon, si on a fait le marché nigérien, on a fait de toute la question, il faut qu'on aille regarder donc à côté, donc chez le voisin, notamment donc le Nigeria est dans la zone francophone, chez le voisin francophone. Et puis on a des banques d'Afrique du Nord qui sont aussi donc des grandes banques, comme le groupe auquel j'appartiens, plus d'autres banques qui eux aussi en fait sont très forts chez eux. Donc avec des parts de marché vraiment très considérables. Algérie plus de 25% de parts de marché, donc au Maroc, qui a une économie donc pareille, avec un niveau de bancarisation qui est supérieur à celui qu'on trouve en Afrique subsaharienne. Donc ce qui fait que ça contribue encore donc à donner plus de force donc à ces banques-là. Et puis entre tous ces trois grands ensembles-là, on a l'Afrique subsaharienne, où on a en fait pour ce qui concerne donc l'UEMOA, on a en fait effectivement des banques françaises qui étaient donc essentiellement donc, dans cette zone, qui sont aujourd'hui parties quasiment, donc en dehors de Société Générale.
Et donc, on a une émergence donc, de banques régionales ou de banques, en fait, donc, comme je dis, soit marocaines, soit nigérianes, soit sud-africaines, qui arrivent donc dans la zone où l'émergence donc, de nouveaux acteurs bancaires. Ce qui aujourd'hui, en fait, donc, fait que ça reste quand même. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, on a beaucoup de banques, beaucoup de petites banques. Donc, c'est un secteur qui est très fragmenté. Pour parfois des petits pays, des petites économies, on a 15, 20, 30, en Côte d'Ivoire, on a 30 banques. Et donc, ce qui fait que ça reste des banques peut-être grosses pour la Côte d'Ivoire, mais pas suffisamment grosses pour l'économie ivoirienne. On aurait pu s'imaginer où on a en fait donc de gros acteurs bancaires qui sont capables de financer les projets donc de développement, des projets structurants. Donc ça reste encore donc un marché donc très fragmenté avec des très petites jusqu'à donc à des banques qui sont donc de taille acceptable. Mais vraiment la faille c'est celle-là, donc avoir de gros ensembles capables de financer donc des centrales thermiques, des barrages capables de financer tout. Aujourd'hui, le moindre projet qui va au-delà donc des 100 milliards, donc de 150 millions d'euros, on a besoin de se mettre au moins à 3, à 4, à 5, à 6 pour faire en fait des choses qu'on peut imaginer pour une économie comme la Côte d'Ivoire, qu'une seule banque aurait pu en fait financer des choses. L'avantage, c'est que, en fait, enfin, je l'ai dit, en fait, le problème dans ce fait-là, c'est parce que, bon, on est dans une zone aussi, donc, économique et qui fait une union monétaire où vous avez des pays qui sont à des économies très faibles, hein, Guinée-Bissau, Niger, ce qui fait qu'en en élevant le montant du capital, il y aurait très peu d'investissement dans ces pays-là. Donc, on a une espèce de nivellement, je ne dirais pas par le bas, mais c'est tout comme, bon, voilà, donc ça, c'est mon côté un peu provocateur. Donc, le nivellement, voilà, donc, au lieu de niveler par le haut, par les choses, on essaie de niveler pour que tout le monde soit, en fait, ce qui est aussi bien, parce que, bon, c'est l'inconvénient de l'avantage d'être ensemble, d'être en zone économique unique, où il y a une libre circulation des biens et services, mais il y a quand même des petites contraintes comme celle donc, des banques là. Pour ce qui concerne donc, les difficultés de financement, c'est partout pareil. Hein. Bon, vous ne trouvez jamais un pays où les investisseurs ou les opérateurs, les entrepreneurs diront « oui, j'ai tout ce que je veux donc de ma banque ». Il y a des pays où effectivement ça va beaucoup plus mieux que d'autres, mais dans notre zone, le problème, c'est en fait donc le taux de casse, le taux en fait donc en l'intégrité dont on parle, parce qu'aujourd'hui donc on a beaucoup d'entrepreneurs qui dès qu'ils rentrent dans le secteur, dès qu'ils ont le financement, on a une chose. La première des choses, c'est de sécuriser leurs affaires personnelles, leur richesse personnelle au détriment de la richesse de l'entreprise. Au lieu de se dire c'est mon entreprise, je continue à faire grandir. Et plus elle grandit, plus parallèlement en fait c'est aussi mes affaires, mon estimation personnelle, parce que quand on évalue les affaires de Elon Musk, c'est ces actions qu'il a en fait donc dans Tesla, dans ces soucis-là. Donc au lieu de dire oui, je fais grandir mon entreprise, pour qu'on puisse avoir une capacité, une capitalisation très forte, qu'on puisse l'estimer, l'évaluer à un niveau donc important, je dis non, je préfère en fait moi qu'on dise Léopold est riche que plutôt son entreprise représente cela aussi. Donc du coup très rapidement on a des taux de casse qui sont très importants. Quand on regarde donc au niveau donc des PME, ce qu'on concerne donc les petites entreprises, on est autour de 19%. Donc c'est-à-dire en fait 19 entreprises sur 100 sont quasiment voilà donc sont quasiment en faillite. Ce qui fait que bien sûr les banques étant des opérateurs privés, font le commerce de l'argent, sont beaucoup plus regardants, sont durcis donc les conditions. Donc après, je pense, si on veut vraiment aussi donc lancer le financement des petites entreprises, il y a une réflexion à faire où les États doivent assainir donc le marché, donc revoir donc le système judiciaire, le système de recouvrement, le système d'identification des acteurs, donc juguler un peu donc la corruption où l'entrepreneur donne un peu au juge et le magistrat en fait oublie donc ou fait semblant de ne pas voir que l'entreprise doit de l'argent donc à la banque. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Une fois que ça se fait, il y a aussi donc, le devoir des États de mettre des banques de développement, si je peux dire des choses comme ça, ou à travers donc, le financement donc, de caisses de dépôt de conciliation ou d'autres organismes étatiques qui, elles, reçoivent des ressources sur des durées beaucoup plus longues. On peut se dire, OK, j'ai en fait, donc, si je gère bien, j'ai le temps de faire peut-être des first loss,
des secondaires et ensuite de récupérer dans une troisième, dans un prochain cycle de 3-4 ans, et dans un quatrième cycle voilà. Donc pareil, sur un long cycle, de finalement retomber sur ses pieds, que plutôt que des banques privées dures, qui elles en fait sont aussi dans l'optique, dans la pression de la rentabilité par rapport à les actionnaires. Donc ça, je pense qu'il y a un rôle que les États doivent jouer en acceptant aussi de se dire qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. Si on estime que, je dis n'importe quoi, la CDC comme en France, c'est le modèle français, la Caisse de dépôt de consignation qui a investi dans BPI avec un appui aux fintech, aux startups, en se disant on est prêt à perdre un certain pourcentage donc, de ce qu'on met, du capital qu'on met, parce qu'on sait qu'il y aura peut-être 2-3 pépites qui vont sortir, et quand elles vont sortir, on va récupérer tout ce qu'on a perdu par ailleurs. Mais si on attend ça des secteurs privés, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Et donc, c'est des modèles qui ont marché, qui marchent dans une mesure en France, au Maroc, dans d'autres pays. Donc, sur pourquoi, en fait, donc, ne pas s'inspirer de cela et peut-être améliorer le système et pas, en fait, donc, vouloir réinventer le fil à couper le beurre. Super insight, un modèle qui fonctionne très très bien d'ailleurs aussi aux États-Unis. Et ça me permet de rebondir sur la question donc, de toutes ces problématiques que tu viens de soulever. Comment vois-tu l'évolution des fintechs justement dans le paysage africain et quelles sont les implications justement de cette évolution? Alors, les fintechs aujourd'hui, en fait, sont en plein boom parce qu'en fait, donc, la banque classique n'arrive pas en fait forcément à remplir tous les besoins des consommateurs, donc elles viennent en appui et parfois en fait sur des services qui sont très intéressants donc pour le consommateur. Donc effectivement, ça vient en complément de l'offre bancaire classique et ça permet donc aux consommateurs d'être à la fois sur le service bancaire classique, mais aussi donc d'être sur des choses qui sont très intéressantes, qui lui permettent donc de gagner beaucoup de temps, qui lui permettent donc de créer de la valeur et donc de pouvoir sentir un peu comme citoyen du monde, hein, comme ce qui se fait un peu partout donc ailleurs. Mais la question donc principale, c'est que sur les questions de financement des investissements de ces fintech, il peut y avoir un problème parce que bon, malheureusement, on a très peu de fonds d'investissement purement africains. Donc ça, c'est un des premiers points. On n'a pas les outils dont je parlais, comme la Caisse de dépôt de consignation, qui peut investir dans ces fintech-là. Parfois, en fait, elles développent des produits qui sont d'intérêt général. Donc, on peut imaginer qu'on les accompagne là-dessus. Bon, malheureusement, donc, il y en a très peu. Et il y a très peu, en fait, donc, comment dire, de business angels qui peuvent aussi essayer pour mettre l'argent donc, dans ces fintech-là en se disant qu'elles vont grandir. Bon, je vais en fait faire ça. Donc, du coup, on assiste à beaucoup de fintech qui lèvent des fonds, mais qui lèvent des fonds effectivement sur l'étranger. Bon, ça c'est bien, mais en même temps, on aurait pu imaginer quand même qu'elles arrivent en fait dans leur écosystème local, environnemental ici, à pouvoir donc lever les fonds, à garder cette indépendance et pas forcément en fait aller chercher donc des dollars ou des euros donc en Europe. Quand on regarde aujourd'hui, tous ceux qui rentrent, qui investissent, les gros fonds qui investissent, c'est malheureusement donc des fonds étrangers. Donc je pense qu'il y a une réflexion donc à faire sur comment en fait les faire grandir, comment en fait les amener en fait comment amener donc l'écosystème à regarder de plus près donc ces fintech là et à les aider donc à les faire grandir et garder en fait donc toute leur originalité et leur authenticité, si je peux dire donc les choses comme ça. Bon, malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire pour ces financements-là. Parce que bon, c'est pas forcément des financements que les banques comprennent forcément, les banques classiques comprennent. C'est toute la partie, en fait, donc, quand elles ont besoin d'equity, c'est tout le dispositif qui n'est pas, en fait, vraiment présent. Ou quand il est présent, il n'est pas, en fait, vraiment d'origine purement locale, il n'est pas, en fait, donc, et ça, il y a une vraie réflexion donc, à faire donc, là-dessus. Et ça appelle à tous les hommes d'affaires hein, donc, qui ont plus ou moins réussi, qui peuvent effectivement regarder ces aspects-là. Et parce que c'est un investissement comme un autre, hein, avec, on voit en fait quand on arrive à sortir une licorne de ça, bon, ça explose, on oublie tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a perdu par ailleurs.
Mais comment toi tu vois avec ta casquette de banquier, est-ce que tu vois pas un peu un risque si le secteur bancaire classique ne se réinvente pas? Alors, quand bien même tu viens d'expliquer qu'il y a beaucoup à faire même dans le secteur des fintechs, est-ce que tu vois pas quand même un risque pour le secteur bancaire versus en fait ces fintechs qui commencent en fait à proposer des services qui peut-être ne sont pas encore bien prise en considération par le secteur bancaire ou vois-tu plus de la complémentarité? Comment tu vois ça sur un horizon 5 ans, 10 ans? Alors, c'est clair en fait que si le système bancaire aujourd'hui ne se remet pas en question, ne se pose pas la bonne question, il peut en fait avoir des difficultés avec tous ces fintechs-là qui donnent toute l'évolution du marché qui est entrée en fonction. Aujourd'hui, la banque est en train donc, de devenir, j'allais dire, high-tech. On mettait un bon système informatique, on mettait des tuyaux, et puis à la limite, vous avez besoin donc, de quelques personnes, donc la mémoire grise qui réfléchissent et qui sortent en fait donc, des solutions, des produits en fait. Je pense que ce sera ça donc la banque de demain et pas en fait donc la banque 4 murs où on fait soit le client en fait donne. Je pense que la banque est en train donc profondément changer. Et c'est aux banquiers classiques donc de prendre cette mesure-là, de se remettre en cause, de se réinventer. Et on ne peut plus faire la banque aujourd'hui. Déjà, on ne fait pas la banque. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Et en 20 ans, on connaît énormément donc, d'évolution. Donc, j'imagine encore 20 autres années plus tard, donc ce que ça sera. Donc, par rapport donc, au FinTech, et je pense que tous les grands groupes l'ont compris aujourd'hui. Soit ils ont des fintech avec lesquels ils travaillent in-house, donc, ou même des équipes qui sont censées réfléchir comme des fintech in-house, donc voilà, pour faire proposer des produits qui soient complémentaires et commercialisés par la banque. Soit en fait, donc, comme tu as dit, il y a le modèle de partenariat et donc beaucoup de banques qui signent des accords avec les fintech pour en fait avoir donc, cette complémentarité et pour que chacun puisse avoir en fait pour donner produire donc, de la valeur. Donc, les fintech ont cette base technique-là qui mettent à la disposition donc, des banques qui, elle, a son client, son réseau, sa base clientèle, son réseau, son savoir-faire et qui obéit en même temps à la régulation, ce qu'en fait donc, finalement la fintech ne peut pas faire. Et donc, il y a un intérêt commun parfois sur certains sujets donc, à regarder. Donc, les deux modèles en fait aujourd'hui existent et je pense en fait que tous les grands groupes bancaires intéressants l'ont compris. Et quand vous regardez aujourd'hui la banque, tout le monde s'est mis à la digitalisation. Donc ça, aujourd'hui, on a compris que c'était un mouvement irréversible. C'est le sens de l'histoire et vous ne pouvez pas en fait rester donc tranquillement. Et dans cette phase de digitalisation, il y a beaucoup de partenariats qui ont été signés avec des fintechs. Hein, donc déjà, où en fait donc des choses ont été développées donc en interne et c'est des choses donc qui sont clairement donc lancées quoi. Donner un exemple, au sein du groupe à Tujari, on organise souvent donc des concours des hackathons où en fait donc effectivement des jeunes, à la fois les salariés internes et des jeunes de l'extérieur se mettent ensemble, réfléchissent, font des projets et c'est un concours de start-up qui est lancé où toutes les filiales du groupe donc réfléchissent et participent à ce concours-là. Donc, soit en fait donc, la jeunesse de Dakar, la jeunesse de Libreville, de Congo, d'Abidjan, de Tunis, de Casa, de Paris, et tout le monde donc est en fait donc dans cette réflexion. Et puis, il y a un accompagnement qui est fait et les produits en fait qui sortent, les services qui sortent sont parfois repris par la banque ou soit en fait, si on n'a pas d'application directe par la banque, soit en fait, on accompagne les promoteurs pour qu'en en fait, ils puissent donc le mettre en place et puis si demain, encore, on peut avoir donc des partenariats en fait, dans ce domaine-là. Donc, je pense en fait, c'est vraiment le sens de l'histoire et tous les grands groupes ont compris qu'il faut en fait travailler en étroite collaboration avec les fintech. In-house or not. Super. Et quel conseil donnerais-tu à celles et à ceux qui souhaitent investir dans le secteur des fintech? Je pense que c'est un secteur qui est très porteur. Hein. Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est le sens de l'histoire. Donc aujourd'hui, on a une jeunesse, tu l'as dit, qui a un âge moyen, ou qui va avoir un âge moyen de moins de 20 ans.
Et donc, ces jeunes-là, quand je vois les enfants aujourd'hui, donc c'est comme s'ils naissaient avec une tablette ou ils naissaient avec un téléphone dans la main, une tablette dans la main gauche, un téléphone dans la main droite. Et donc, ils savent, donc tout aujourd'hui est fait de façon digitale. Et c'est pas comme nous, il y a eu cette phase où on a appris progressivement, mais eux déjà, donc ils tombent dedans, donc ils naissent dedans. Et donc là, c'est donc, une fois, le sens de l'histoire, le sens de la marche en avant. Et donc, c'est tout le potentiel qu'il y a. Il a dit l'Afrique, c'est devenir une population très jeune, 1,3 milliard donc, de population déjà là, qui a doublé donc, en 2050, avec aussi une zone de libre-échange qui s'est mise en place. Donc, possibilité, donc, normalement, en théorie, de pouvoir toucher ce 1,3 milliard là d'aujourd'hui, donc, un peu partout. Et donc, c'est vraiment fondamental et je ne peux qu'encourager donc, les gens à investir donc, dans ces fintech-là. Ceux qui veulent se lancer également, c'est vraiment le moment, trouver donc, le bon produit, le bon service. Et puis, on ne peut que les encourager. Donc pour terminer sur un ton un peu provocateur, que tu me connais, Daouda, il y a cette image de l'Afrique ancrée dans le subconscient de beaucoup d'Occidentaux, celle d'une Afrique qui tend la main. Tu sais, celle d'une Afrique où il y a un petit enfant chétif et maigre dans le désert avec de l'eau. Donc cette image-là qu'on a. Avec ton expérience et tout ce que tu as vécu et ta connaissance de tous ces pays en Afrique et non pas uniquement que de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu considères que cette image correspond encore à la réalité? Est-ce que c'est vraiment cette image que tu vois au quotidien autour de toi? Donc c'est caricatural, je sais, mais tu comprends ce que je veux Non, dire. je comprends pas ce que tu veux dire. Non, c'est plus en fait l'Afrique, c'est plus cette image-là, parce que encore une fois, on a en fait une population qui est très jeune, donc 20 ans, qui n'a pas connu en fait ou qui parle moins de la période donc colonisation, ensuite après post-colonisation, néocolonialisme et tout ça. Donc aujourd'hui, elle en fait, elle veut parler avec le reste du monde d'égal à égal. Donc on le voit déjà en fait. Et aujourd'hui, avec l'ère du numérique, donc ils ont fait donc le saut de crapaud, le leapfrog qui permet en fait donc quasiment de le mettre au même niveau de développement en matière en fait de pouvoir manipuler les outils techniques et les choses donc aujourd'hui. Troisièmement, on a une jeunesse qui est de plus en plus éduquée, qui fait les mêmes écoles, qui fait les mêmes choses, qui ont fait le même programme que partout et qui en fait donc n'ont pas, encore une fois, n'ont pas connu en fait donc tout le problème du passé. Donc qui est aujourd'hui capable de parler d'égal à égal, est capable de réfléchir sur les sujets, de faire des propositions. Et on a une jeunesse dynamique. On a donc la majorité de la population est jeune, donc ça donne une certaine dynamique qu'on a contrairement donc en Europe, contrairement donc dans l'Europe essentiellement. Pour ça, encore ça va, la moyenne d'âge est un peu plus faible, moins élevée qu'en Europe. En Asie aussi, donc dans certains pays, ça dépend des pays, ça bouge aussi. Mais l'Afrique, on a toujours dit, donc c'est le continent de potentiel, mais ce potentiel-là, sauf qu'aujourd'hui, on ne se contente plus de le regarder, on est en train de le transformer. On est en train de le transformer, et c'est ça en fait qui fait donc la différence. On est en train de le transformer malgré le peu de moyens qu'on a, malgré en fait le manque d'appui des Occidentaux. Mais par contre, ce qu'on a, qui ne peut pas nous arracher, ou en fait, où on n'a pas besoin d'eux, c'est ce qu'on a dans la tête. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux rempli que par le passé. Et que ce soit de façon idéologique, que ce soit de façon intellectuelle, que ce soit de façon sur la rhétorique, que ce soit en fait sur la connaissance, sur le sens comportemental. Donc là, sur toute la ligne aujourd'hui, en fait, donc, on a une jeunesse, encore une fois, qui est capable donc, de choses qu'il n'y a qu'à voir dans les fintechs. On a aujourd'hui des services et des produits qui sont nés en Afrique et qu'aujourd'hui on commercialise donc en Occident. Le mobile banking, par exemple, l'exemple venu de M-Pesa ou donc Kenya, aujourd'hui, qui marche sur quasiment tout le continent, et en France et en Europe aujourd'hui. Oui, donc vous pouvez maintenant du mobile banking, mais ça a d'abord commencé donc en Afrique. Et sur beaucoup de sujets comme ça,
justement, toutes ces grandes firmes-là du numérique regardent l'Afrique et viennent prendre donc quelques cerveaux chez nous. Mais je pense que les cerveaux ont compris de plus en plus en restant sur le continent, ou même quand elles partent, elles développent des choses pour l'Afrique. C'est contrairement donc, à ce qui s'est passé donc, par le passé. Donc je suis, non, c'est plus du tout cette image-là. C'est une Afrique qui gagne et c'est une Afrique qui croit, qui s'est prise en main et qui va en fait continuer d'avancer. Merci infiniment, Daouda. Ceci met fin à notre interview. Merci pour être un leader inspirant et pour le temps que tu prends pour partager à la fois avec la communauté HEC et à la fois avec nous qui sommes ici présents en tout temps avec toi. Merci beaucoup, Daouda. Merci Reda, c'était avec plaisir.